We have a narco state in Mexico that basically either doesn't have the will to deal with drug cartels or they don't have the capability. Le politicien américain Lindsey Graham menace une invasion au Mexique de l'armée américaine. Merci les amis, j'espère que vous êtes bien. En fait, je sais que vous venez de partout. Hein. Vous êtes africains, vous êtes caraïbéens, vous êtes de partout. Ok, on vous apprécie. Mais je pense qu'il est important. Ici, on va parler de Mexique aujourd'hui. C'est très important pour comprendre cette géopolitique internationale de toucher à ces points qui sont essentiels. Quelquefois loupés, qu'on ne voit pas toujours, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas toujours directement. Je pense qu'en mettant les I et les I ensemble, ça nous permet de voir clairement dans quelle direction nous partons. Alors, Lindsey Graham dit ouvertement que les États-Unis sont prêts à aller laver, nettoyer la crasse qui se trouve au Mexique. Est-ce qu'une personne peut se permettre de dire une telle chose, suivant ce qu'il a à dire? I'm going to introduce legislation, Jesse, to make certain Mexican drug cartels foreign terrorist organizations under U.S. law and set the stage to use military force if necessary to protect America from being poisoned by things coming out of Mexico. So what would Lindsey Graham do? I would tell Mexican government, if you don't clean up your act, we're going to clean it up for you. Alors on voit clairement ici un homme pas très content, accusant le Mexique de garder, de préserver des groupes des producteurs de drogue, des organisations criminelles. Très ouvertement, il dit si le Mexique est incapable de gérer cette histoire, les États-Unis enverra l'armée pour aller finir cette histoire. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on voit ça aujourd'hui? On essaiera de voir un peu rapidement, en investigation très rapidement pour essayer de comprendre quelles seraient les raisons pour lesquelles une personne, en tout cas personnage public, un politicien, se permettrait de dire de telles choses aussi outrageant ouvertement à l'égard d'un autre pays, un pays voisin en tout cas. Quelles seraient les raisons pour lesquelles? Les raisons justifieraient cette histoire. Et puis bon, évidemment, on sait, pour qu'une personne dise de telles choses, il doit avoir concerté certaines personnes. Évidemment, ça ne se permet pas. C'est presque une déclaration de guerre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Mexique a fait qui pousserait cette personne à agir de la sorte, à aller jusqu'au point de dire on va aller attaquer le Mexique pour aller nettoyer? Bon, au départ, le Mexique, à travers son président de la République, avait clairement dit qu'il ne voulait pas de la guerre en Ukraine. Ils n'étaient pas intéressés par cette guerre et surtout avait dit clairement, ouvertement, que si vous ne voulez plus de la guerre, comme vous le prétendez, en parlant de l'Occident, si vous ne voulez plus de la guerre, pourquoi êtes-vous en train de financer cette guerre? En envoyant des outillages, de l'armement, des missiles et des œuvres pour perpétuer cette guerre. Pourquoi êtes-vous en train de le faire? Vous ne voulez pas de la guerre. Pourquoi vous n'appelez pas monsieur le président russe, monsieur le président ukrainien qui s'assied autour d'une table, qu'ils aient une communication, une discussion et que la guerre... Pourquoi êtes-vous en train d'envoyer des armes? Parce qu'en réalité, ces armes ne sont pas vraiment des aides. Les armes envoyées en Ukraine, ce sont des prêts que l'Ukraine va devoir rembourser impérativement. Donc c'est pour bénéficier ceux qui fabriquent les armes, parce que les armes ne se fabriquent pas. Il faudrait que quelqu'un soit payé. Donc cette guerre, c'est une façon de générer beaucoup d'argent. Autant on fait semblant de dire qu'on ne veut plus de la guerre. Si vous ne voulez pas vraiment de la guerre, alors dans ce cas, pourquoi ne faites-vous pas les choses qu'il faut faire, qui sont naturellement appeler la Russie, appeler l'Ukraine et s'asseoir et discuter et finir cette histoire. On n'a pas beaucoup aimé ça. La deuxième raison pour laquelle on n'aimerait pas le Mexique, c'est parce que le président mexicain a ouvertement refusé de condamner la Russie par rapport à sa démarche. Comme beaucoup de pays africains, évidemment, qui ont refusé aussi, qui ont fait semblant, en tout cas parmi certains, qui n'ont pas réagi, ils ont refusé de condamner ouvertement. En tout cas, ils ont préféré de rester neutres. Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. ¿Continúan todavía las empresas? Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y eso es lo que hemos hecho en este lamentable conflicto. Desde luego, nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones. En voulant rester neutre, évidemment, on réalise ici que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. What am I trying to do? They've been terrorizing America, the drug cartels. I want to terrorize them. I want to create a model where they can't sleep at night. The homes they build from blood of Americans by selling fentanyl and other drugs, that we look at those homes, they're safe havens, and we destroy them. There is no more evil force on the planet than Mexican drug cartels. Si vous êtes en guerre avec monsieur Y, nous aussi sommes obligés de le faire. Donc c'est comme ça, c'est ça le monde, c'est ça le système de l'Occident. Vous n'êtes pas en guerre avec eux pendant que nous sommes en guerre avec eux, alors dans ce cas, vous êtes en guerre avec nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, numéro 3. Y recientemente se nacionalizó el litio, mineral estratégico utilizado en la construcción de baterías para autos eléctricos y sistema de almacenamiento para las energías limpias.
me llena de orgullo poder recordar. Le président mexicain a ouvertement dit qu'il allait nationaliser le lithium. Le lithium était ouvert au public, c'est-à-dire aux entreprises étrangères pour travailler, pour achat et tout le bazar. Mais il a dit désormais, non, on va produire le lithium pour le pays. On va garder ça pour notre pays, pour notre propre développement. Le lithium, évidemment, est très important pour la production des choses technologiques aujourd'hui. La voiture électrique, on a besoin de lithium pour ça, pour la batterie, téléphone portable, les ordinateurs, les fusées, les missiles et beaucoup d'autres choses. On a besoin de lithium. Le Zimbabwe a récemment d'ailleurs refusé d'exporter son lithium, malgré les sanctions auxquelles il est soumis. Ils sont venus au Zimbabwe essayant d'avoir un deal sur le lithium, oubliant qu'ils avaient sanctionné le Zimbabwe pendant très longtemps avec Robert Mugabe, parce que Mugabe avait décidé de récupérer les terres zimbabwéennes et le remettre entre les mains des Zimbabwéens. Les terres qui étaient entre les mains des descendants des Anglais qui avaient colonisé le Zimbabwe. Quand Mugabe a fait cela, ils ont dit désormais, niet, tu es un dictateur, on va désormais sanctionner le pays, il n'y aura pas d'export, il n'y aura pas d'import, tout le monde va souffrir, sauf toi. On veut te sanctionner, mais tout le monde va souffrir sauf toi, parce que tu es milliardaire, évidemment. Si on sanctionne le Zimbabwe, c'est pas le président qui souffre, c'est le peuple qui souffre. Après avoir découvert qu'il y avait des gisements de lithium au Zimbabwe, ils sont revenus pour demander accès, pour faire des achats. Le président nouveau, Mnangagwa, qui est un militaire, a clairement dit, niet, on ne vous laissera pas entrer. Si vous voulez venir acheter le lithium, alors venez ouvertement, venez officiellement, enlevez les sanctions. Vous pouvez pas venir nous sanctionner ouvertement et aller derrière les portes pour frapper pour avoir du lithium. Ça ne marche pas comme ça. Ok, vous allez venir ouvertement et vous allez ouvrir vos entreprises ici pour que ça permette à la population locale de pouvoir bénéficier aussi à l'intégralité de la production de chêne. C'est aussi simple que ça. Puisque le Zimbabwe et le Mexique ont nationalisé, c'est-à-dire privatisé à l'état national la production de lithium, ils n'ont pas beaucoup aimé ça. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays. À partir du moment où vous dites, bon, désormais, cet outillage, ce minerai, ou peu importe, ça sera exclusivement à notre pays, on vous aime pas. On vous apporte la démocratie. Et la démocratie, des armes, ça rigole pas, ça explose. En récapitulation, le Mexique a rejeté la guerre en Russie, ou la guerre en Ukraine si vous préférez. Parce que disons, pour tout celui qui veut une paix ne peut pas commencer à financer des armes. Ça ne se fait pas, c'est de l'hypocrisie. Le Mexique a refusé de condamner ouvertement la Russie, disant qu'il préfère rester neutre dans cette histoire. Numéro 3, le Mexique a nationalisé son lithium. Pas d'accès au public. Personne ne va aimer ça. Le président mexicain a été assez fort pour dire, s'ils veulent venir nous attaquer, qu'ils viennent. Que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. C'est un monsieur très fort, assis sur ses valeurs. Il faudra aussi comprendre une chose. Le BRICS est en train de grandir. Le BRICS qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ils sont très forts. Et ils ont réuni beaucoup de personnes. En tout cas, beaucoup de pays ont laissé croire qu'ils avaient l'intention de se joindre au BRICS. On dit le représentant de l'Afrique du Sud auprès de l'ambassadeur du BRICS, Anis Sokal, a laissé entendre que le groupe devrait s'agrandir cette année avec plus de 30 pays ayant officiellement et officieusement demandé de joindre. 30 pays, les amis. Waouh. Le dernier rapport indique que les pays prêts à joindre l'alliance BRICS sont l'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bélarus, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Mexique. Oh, le Mexique, ouais, le Mexique veut faire partie du BRICS. Intéressant, le Nicaragua, le Nigeria, le Pakistan, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut faire partie du BRICS. Ouais, l'Arabie Saoudite joue un rôle très important dans cette histoire. Comprenons une chose. À l'époque, en 1970, les États-Unis ont eu des accords avec l'Arabie Saoudite qu'il a placé au niveau le plus élevé. En tout cas, sa monnaie. Ils sont partis en accord avec l'Arabie Saoudite pour que le dollar soit l'argent suprême. On dit... Le pétrodollar a été créé dans les années 1960 par un accord de 6 pages signé par le président américain Richard Nixon et le prince saoudien Fahd Abdelaziz. Alors que les États-Unis fournissaient des fournitures et des équipements militaires à l'Arabie Saoudite a accepté d'utiliser les dollars américains pour les accords pétroliers. C'est-à-dire où les États-Unis vont en Arabie Saoudite et disent, puisque vous êtes en problème avec l'Iran, vous et l'Iran, vous ne vous entendez pas. Nous, on va vous protéger contre l'Iran. On va vous donner les armes, on va envoyer les militaires, on fera tout ce que vous désirez. Mais en retour, vous assurez que chaque pays qui veut acheter le pétrole l'achète en dollars américains. Donc, peu importe leur argent, avant d'acheter le pétrole chez vous, parce que tout le monde en a besoin, évidemment, pour leur voiture, pour leur avion, pour tout ça, qu'ils changent d'abord leur monnaie en dollars, ensuite viennent acheter le pétrole. L'Arabie Saoudite a dit OK. Et c'est ce qui a permis que le dollar reste au-dessus de toutes les monnaies. Parce que pour acheter le pétrole, il fallait avoir des dollars. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Maintenant, pour que l'Amérique ou les États-Unis continuent de perpétrer son pouvoir par rapport au dollar vis-à-vis d'autres monnaies, il faudrait qu'ils soient en bonne relation avec l'Arabie Saoudite. Et pour qu'ils restent en bonne relation avec l'Arabie Saoudite, il faudrait que l'Arabie Saoudite reste en
contentieux et en problème avec l'Iran. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait la Chine? Malicieusement, la Chine est partie réunir l'Arabie Saoudite et l'Iran. Autour d'une table, ils ont eu une discussion. Et le problème a été repassé et fini. La Chine a pris l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils ont discuté, le problème est fini. Si l'Arabie Saoudite et l'Iran s'entendent finalement, est-ce que l'Arabie Saoudite a besoin des États-Unis? Absolument pas. Et c'est ce qui crée de problèmes actuellement. Maintenant, pourquoi on a créé le BRICS? Le BRICS a été créé évidemment pour contrer un fait très intéressant. Dans la plupart des cas, à chaque fois qu'un pays s'opposait à tout ce qui était occidental, il était sanctionné. Et quand on est sanctionné, on te sort du système SWIFT, le système occidental qui vous permet de faire des échanges monétaires, des transactions internationales. Donc vos entreprises deviennent incapables de faire des transactions internationales à travers le système SWIFT qui vous a bloqué parce que vous êtes sanctionné. Et comme certains pays évidemment ont remarqué qu'ils étaient à plusieurs fois victimes de cette histoire, ils ont choisi de chercher à trouver un moyen alternatif contre le système SWIFT ou le système occidental. C'est-à-dire, généralement, quand vous avez quelqu'un qui habite chez vous et à chaque fois vous lui dites, écoute, si tu manges pas à temps, on va te chasser de la maison. Si tu viens pas à temps à la maison, je te chasse de la maison. Si tu laves pas les habits, je te chasse de la maison. À chaque bêtise qu'il fait, tu veux le chasser de la maison. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un moyen pour se protéger. Au cas où un jour tu t'es décidé finalement de le chasser, il aura au moins déjà quelque part où il avait déjà prévu, au cas où tu le chassais de la maison, il partirait. C'est exactement ce qui s'est passé avec BRICS. Maintenant, tous ces pays ici sont prêts à aller chez BRICS. L'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, la Bélarus, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Mexique, le Nicaragua et beaucoup d'autres pays veulent faire partie du BRICS pour se libérer de ce carcan international où ils doivent toujours avoir peur. Et le BRICS a prévu de créer sa propre monnaie pour concurrencer le dollar et dédollariser le monde. Alors, le Mexique est en pleine pression pour l'instant. Pourquoi? Parce que, d'après les investigations, on trouve qu'ils ont refusé la guerre en Ukraine. Ils ont pointé du doigt le fait que l'Occident envoyait des armes à l'Ukraine pour repaiement. C'est une façon plutôt de financer la guerre indirectement. Numéro 2, ils ont refusé de condamner ouvertement la Russie, comme l'ont fait beaucoup de pays africains. Numéro 3, parce qu'ils ont dit désormais notre lithium nous appartient à nous. Vos voitures électriques là, il faut aller chercher votre lithium ailleurs. Est-ce que ce monsieur américain, politicien, a le droit de dire qu'ils veulent aller dans un pays voisin pour aller faire le clean-up, pour aller faire le nettoyage? Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui dans un monde prétendument démocratique? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que BRICS a une chance? Est-ce que ceci changera la dynamique du monde? Comment est-ce que le monde deviendra plus tard, dans l'avenir, si les États-Unis n'est pas le seul leader? God bless.